On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Déjà, au tout début de la prise en charge, on va se poser la question de comment on va contrôler les voies aériennes. Et donc, va se poser la question de est-ce que je dois intuber mon patient? Donc ça, c'est un sujet qui a fait un peu débat pendant plusieurs années dans la littérature. Beaucoup d'études étaient en défaveur de réaliser l'intubation, d'autres étaient en faveur de l'intubation. Mais beaucoup de ces études, malheureusement, souffraient de biais. Beaucoup d'études à caractère rétrospectif, d'autres à faible puissance. Donc finalement, c'était un peu compliqué pendant longtemps de conclure sur cette question-là. En 2018, il y avait une étude qui était sortie qui montrait qu'en comparant dans une population d'arrêt cardiaque un groupe intubation et un groupe où ils étaient seulement ventilés au masque, il montrait qu'il y avait un taux plus élevé de récupérer un rythme dans le groupe intubation. Néanmoins, en termes de survie en intra-hospitalier, notamment en termes de survie sur le plan neurologique, il n'y a pas eu de bénéfice qui a été montré par rapport à l'intubation. Donc, assez difficile de répondre à cette question, d'autant que l'ensemble de ces études se rejoignent sur le fait qu'il existe une sorte d'interaction négative entre le fait de faire le massage cardiaque, les compressions thoraciques et de pratiquer l'intubation. Pourquoi ? Car pratiquer une intubation, ça va nécessiter, comme vous le savez, à un moment d'interrompre le massage cardiaque pour pouvoir intuber, passer la sonde, gonfler le ballonnet et reprendre les compressions. Donc on va le voir, le fait d'arrêter même temporairement les compressions thoraciques, c'est un effet néfaste pour le patient. De plus, intuber veut dire aussi que derrière, on va mettre en place une ventilation mécanique. Le fait d'insuffler des volumes peut générer une pression intrathoracique qui peut s'avérer positive, et celle-ci peut gêner le retour veineux qui aura un impact direct sur la circulation. Donc, prudence, faire attention à cela. Ces schémas qui vont illustrer un petit peu l'impact que va avoir le fait d'interrompre les compressions thoraciques. On voit sur les deux schémas, alors la pression de perfusion, on peut le représenter aussi par le débit cardiaque. On voit que déjà, il faut un certain temps pour que le débit cardiaque, la pression de perfusion atteigne un certain niveau qui soit adéquat pour la vie. Et que dès qu'on va interrompre d'un coup le massage cardiaque, on va avoir une chute brutale du débit cardiaque, et que celui-ci, même si on va reprendre les compressions, il va y avoir un certain temps avant que celui-ci réatteigne un niveau adéquat. Donc vous comprenez que si on fait des interruptions un peu intempestives au cours de la réanimation, cela va gêner fortement le débit cardiaque, puisque du coup il faudra encore attendre de nouveau un certain temps avant que celui-ci redevienne normal. Si on l'interrompt sur le schéma en bas à droite pendant une durée plus longue, de 5 à 10 secondes, le débit peut fortement chuter et le temps de récupération derrière peut être encore plus long. En 2019, l'AHA a émis des recommandations, un petit update, et il y a quand même certains messages clés qu'il faut relever sur ces recommandations. Alors c'est plutôt le deuxième point que je vais parler en premier, c'est que du coup, l'interruption des compressions thoraciques, notamment pendant la pratique de l'intubation, cette interruption ne devra pas dépasser 5 secondes. Alors, je vous laisse imaginer, 5 secondes, c'est vraiment le temps où on va arriver, on va mettre la sonde d'intubation, on va vérifier qu'on est bien en place, qu'on va regonfler le ballonnet, et après qu'on va reprendre les compressions thoraciques. 5 secondes pour faire ça, ça peut être assez compliqué. Et c'est vraiment arrêter jusqu'à ce que le ballonnet soit gonflé. Et ça amenait au deuxième point, c'est que du coup, c'est seulement les personnes expérimentées, alors ils le définissent par des personnes qui doivent justifier d'un taux de réussite à la pratique de l'intubation d'au moins 95% sur leur tentative d'intubation. Bon, je vous laisse imaginer, moi personnellement qui ai quand même fait pas mal d'intubations en extra-hospitalier, je ne suis même pas sûr de pouvoir justifier d'un taux de réussite d'au moins 95%. Pour autant, j'intube quand même mes patients. Mais c'est vraiment pour expliquer qu'il faut intuber si on sait intuber, on est confiant sur sa pratique de l'intubation. Si on n'est pas confiant sur notre pratique, sur notre succès d'intuber, probablement qu'il ne faut pas avoir recours à l'intubation. Juste pour dire aussi, en France, il s'agit d'un geste médical, à la différence des autres pays. Nous, c'est un geste vraiment qui est
que le médecin doit réaliser. Un autre fait, du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que si on n'est pas habitué à la pratique de l'intubation, pour le contrôle des voies aériennes, il ne faut pas choisir l'intubation, mais plutôt un autre dispositif, notamment les dispositifs supralaryngés qu'on va en parler juste après. Et même si vous êtes formé et sûr de vous sur l'intubation, même dans ce cas-là, vous pouvez aussi bien utiliser un dispositif supralyngé que l'intubation. Les dispositifs supralyngés, bon, j'en ai remis quelques photos, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des dispositifs qui ont plutôt été utilisés dans le cas de l'anesthésie, dans le cas de l'intubation difficile, par exemple le fast track, qui permet, une fois qu'il est en place, on peut insérer une sonde d'intubation et tout en faisant attention après à la position de la sonde d'intubation, retirer le fast track et on peut laisser la sonde en place. D'autres techniques, d'autres supports qui sont plus utilisés, qu'on utilise plus en médecine d'urgence, notamment en état hospitalier, comme le masque laryngé à gauche, qui plus facile d'utilisation, on le retire de son socle plastique, on le met en place, il n'y a pas besoin de le gonfler, il vient directement épouser vraiment l'ouverture anatomique au niveau de la partie supérieure du larynx, et c'est un avantage quand même important. C'est ce que les infirmiers sapeurs-pompiers utilisent en extra-hospitalier dans la prise en charge des arrêts cardiaques. L'intubation, donc ça c'est plutôt une diapo, on ne va pas refaire un cours sur l'intubation, mais c'est plutôt pour vous expliquer que l'intubation, c'est pas juste arriver sur le patient avec sa lame et sa sonde et aller intuber. Une intubation, que ce soit en médecine d'urgence, que ce soit dans l'arrêt cardiaque, détresse respiratoire, un coma, que ce soit en anesthésie, en préparation d'une anesthésie générale, une intubation, ça se prépare. D'accord, il y a du matériel, il faut tout préparer à l'avance. Quelle taille de lame je vais choisir, quelle taille de sonde je vais choisir également. Il faut que je prépare du matériel pour aspirer, si jamais je vois qu'il y a beaucoup de sécrétions quand je m'expose. Il faut que je ait un matériel pour fixer la sonde. Il faut que je prépare mon respirateur. Mon respirateur doit être prêt. Les réglages doivent être validés avant de pratiquer l'intubation. Il va falloir un manomètre pour vérifier la pression du ballonnet régulièrement. Il va falloir aussi que j'ai un matériel pour monitorer le TCO2, qu'on va en parler juste après. Donc on peut comprendre, notamment, moi dans ma pratique en extra-hospitalière, quand j'arrive en domicile chez un patient d'arrêt cardiaque, que déjà tous les pompiers, par exemple, on utilise leur matériel partout. Si moi je ne suis pas organisé dans mon matériel, ça peut être déjà assez compliqué. Une fois que mon matériel est vraiment en place et que je m'expose, je n'arrête pas le massage cardiaque. D'ailleurs, souvent les sauveteurs ont tendance à arrêter le massage cardiaque quand ils vous voient arriver avec votre sonde d'intubation. Surtout, il faut leur dire de continuer à faire le massage cardiaque, même si on s'expose, on regarde, donc ça va pas être facile, on va voir les cordes vocales bouger avec les compressions thoraciques, mais une fois qu'on est en place, on a la sonde dans l'autre main, on voit bien les cordes vocales, on sait qu'on peut y aller, on dit vous pouvez interrompre le massage cardiaque, on met la sonde jusqu'au marqueur, on gonfle le ballonnet avec la cingle qui sera déjà connectée dessus. On gonfle, une fois que c'est gonflé, on reprend le massage cardiaque. Il faut vraiment que ce soit le mieux organisé et le plus rapide possible. On va avancer encore un petit peu dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. On va parler un peu de physiologie ventilatoire pendant l'arrêt cardiaque. Pour illustrer ce propos, j'ai repris une étude qui a été publiée en 2016 par l'American Physiology Society, qui est une étude in vitro, qui se sont penchés sur la question de comment se portent un peu qu'est-ce qui va se passer dans un poumon en termes de modification de volume, en termes de modification de pression, lorsqu'on va appliquer différentes stratégies oxygénatoires. Ils vont utiliser un sujet mécanique, qui est en fait un poumon mécanique, qui va être représenté par des valeurs de compliance, de résistance, une pompe qui est un peu comme un système Lucas d'automassage automatisé. Et ils vont enregistrer comme ça, pendant le massage cardiaque, les modifications en termes de volume. Ils vont utiliser 4 stratégies oxygénatoires différentes. La première stratégie va consister à juste faire des compressions thoraciques en continu, sans ventilation, oxygénation particulière. La deuxième situation, enfin des compressions thoraciques en continu avec une oxygénation par un masque type Bavure à une fréquence d'environ 10 par minute. Les troisième et quatrième situations, c'est des compressions thoraciques en continu avec des situations ventilatoires qui représentent un patient intubé et par lequel ils vont oxygéner de manière continue avec différents niveaux de pression. Pour cela, ils vont utiliser une sonde type Boussignac qui est dédiée à cela. Dans la troisième situation, ils vont utiliser donc ce mode-là avec une pression expiratoire positive à 5.
cm d'H2O, et dans la quatrième situation, une pression expiratoire positive à 10 cm d'H2O. Donc le premier schéma, très important, il y a plusieurs observations à se faire. Déjà, quand le massage cardiaque débute, on a une réduction notable des volumes intrathoraciques. Deuxième observation, c'est que l'ensemble de la ventilation qui va se faire va avoir lieu en dessous la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle. Pourquoi c'est important de noter ça ? La capacité résiduelle fonctionnelle, donc c'est vraiment le volume d'air qui va résider dans vos poumons à la fin d'une expiration normale, qui peut s'apparenter à la pression atmosphérique et qui représente surtout en fait l'état d'équilibre de votre poumon. Quand votre ventilation va se faire vraiment très en dessous de la CRF, ça va permettre de créer ce qu'on appelle une pression intrathoracique négative pendant la phase de décompression de votre décompression thoracique. Pourquoi on a besoin d'avoir cette pression intrathoracique négative ? En fait, quand on va comprimer, en phase de compression, vous allez créer une pression thoracique positive, et lorsque vous allez décomprimer, vous allez générer une pression intrathoracique négative qui va permettre de générer le retour veineux et qui va être bénéfique pour la circulation. Et en fait, ici, comment on peut l'imager, cette pression intrathoracique ? C'est en fait les forces qui vont s'exercer sur votre poumon lors du début de la phase de décompression. Et c'est les forces qui vont s'exercer sur le poumon pour le ramener vers sa situation d'équilibre, vers la CRF. Donc on a besoin d'avoir cette ventilation qui s'effectue sous la CRF pour pouvoir générer pendant le massage cardiaque une pression intrathoracique négative. La deuxième observation, c'est que lorsqu'on va avoir cette stratégie d'oxygénation du poumon, ce qui s'appelle le CFI, c'est Continuous Flow Insufflation, c'est le fait d'aller oxygéner de manière qu'on continue le patient avec justement ces différents niveaux de pression. Ce qui va se passer, c'est qu'on va apporter des volumes au patient et ça va ramener les volumes vers la CRF. Alors, on va voir un peu dans d'autres schémas, dans d'autres graphiques de cette étude, l'impact que peut avoir d'oxygéner en continu avec des différents niveaux de pression en termes de modification de volume courant et de modification de pression. Donc, dans le schéma de gauche, dans les deux schémas, on revoit les 4 stratégies ventilatoires. D'accord ? Donc, absence de ventilation, ventilation au masque, oxygénation continue avec PEP à 5, PEP à 10. Et dans le schéma de gauche, ils vont voir les modifications en termes de changement de volume courant, ventilation minute. Et dans le schéma de droite, les modifications en termes de changement de pression. Déjà, on voit que dans le schéma de gauche, le fait de faire des compressions thoraciques sans ventilation particulière va permettre de générer de manière passive des volumes. Dans une ventilation passive, on va permettre de générer des volumes, mais que ce volume généré sera très faible et qui dépassera à peine le volume représenté par l'espace mort, qui est représenté en gris. Quand on va commencer à oxygéner sur un masque, les volumes vont commencer à être plus importants et dépasser le volume représenté par l'espace mort. On va commencer à générer une ventilation, mobiliser des volumes pour la ventilation. Et quand on va oxygéner avec différents niveaux de pression, on aura une ventilation minute générée qui sera encore plus importante que quand on a une PEP à 10 par exemple. Dans le schéma de droite, on voit que les modifications en termes de modification de pression, quand on masque sans ventilation, c'est là où on génère la pression intrathoracique négative la plus importante. Et là, on a aussi la réduction du volume thoracique qui est la plus importante. La réduction du volume thoracique, c'est quoi ? C'est la profondeur de la diminution de la ventilation. On voit que si on applique une oxygénation avec une PEP à 5 et une PEP à 10, on va augmenter la pression thoracique lors de la phase de compression, mais cela, on va toujours permettre, la pression intrathoracique lors de la phase de décompression restera négative. Et ça, c'est un fait important. La conclusion de cette étude, c'est qu'ils disent que même si on oxygène le patient en continu avec des pressions expiratoires positives, cela ne va pas négativer les pressions intrathoraciques lors de la décompression. Alors, dans les études jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à croire que dès qu'on va ventiler un patient, on va lui mettre des pressions positives, on va avoir un effet néfaste sur
sur le retour veineux, sur la circulation. Or, ici, on montre que malgré tout, on garde des pressions intrathoraciques négatives lors des décompressions. De plus, cela va permettre également de générer des ventilations minutes qui va pouvoir permettre de mieux ventiler, mieux oxygéner le patient pendant l'arrêt cardiaque. Donc, des résultats assez intéressants. Il y a quand même néanmoins quelques limites à cette étude. Il ne précise pas vraiment dans cette étude est-ce qu'il existe un seuil de pression intrathoracique à ne pas, en dessous duquel il ne faut pas passer pour générer une bonne circulation, un bon retour veineux. Et comme cette étude a été réalisée sur un poumon mécanique, ils n'ont pas pris en compte, il n'y a pas de prise en compte de l'effet, par exemple, de l'abdomen, des pressions exercées par l'abdomen lors d'une réanimation, qui sont certainement non négligeables également. Donc ici, on s'est un peu penché sur la question de la phase initiale de la RCP, qui était plutôt sur une logique d'urgence oxygénatoire. Maintenant, on va avancer un petit peu plus dans la RCP et on va changer un peu d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans... Une fois que la réanimation va avancer, on va plus avoir une logique, un état d'esprit de prise en charge circulatoire. Comment va se comporter l'état circulatoire au fur et à mesure de ma réanimation? Alors, on va se poser la question, on va étudier l'intérêt de l'ETCO2, le Untitled CO2, et voir à quoi ça sert. Alors, pour rappel, le CO2, le CO2 est produit par les tissus périphériques lors d'un métabolisme en aérobie. Il va être transporté par l'organisme sous différentes formes, par exemple sous la forme bicarbonate. Il va être transporté jusqu'au lit capillaire pulmonaire où il sera éliminé ensuite par la ventilation. Les principaux déterminants du métabolisme du CO2 qu'on pourrait noter, la production tissulaire, le débit sanguin, la perfusion pulmonaire et la ventilation. Cet ETCO2, c'est ce qu'on va mesurer, c'est la pression en CO2 qu'on va mesurer dans les voies respiratoires, c'est le reflet de la pression alvéolaire en CO2, qui est elle-même en temps normal d'environ 5 mm de mercure par rapport à la pression artérielle en CO2. Ça, c'est en situation normale. Ce qui peut se passer dans certaines situations pathologiques, c'est que ce gradient va être perturbé, ce gradient va être augmenté, avec une chute de la pression alvéolaire en CO2 par rapport à la pression artérielle en CO2. Ceci peut se voir notamment dans certaines anomalies du rapport ventilation-perfusion, comme l'hypoperfusion qu'on peut observer dans l'arrêt cardiaque, jusqu'à des valeurs qui peuvent être très très faibles, jusqu'à 0. Donc on va se poser plusieurs questions avec le TCO2. Ça, c'est juste une image du capnogramme, un capnogramme normal, hors arrêt cardiaque, qui permet de voir un peu la forme de l'onde de l'ETCO2 au cours de l'expiration et de l'inspiration. Le TCO2 va augmenter, la pression alvéolaire en CO2 va augmenter lors de la phase expiratoire, jusqu'à atteindre une phase de plateau, qui sera aussi dépendante du débit cardiaque. Et l'extrémité à droite de votre plateau, là on voit le petit d ici, et ben c'est cette valeur à ce niveau-là qui va être considérée que votre respirateur va mesurer comme étant votre TCO2. Ensuite, l'expiration se termine, vient ensuite la phase de l'inspiration avec diminution de l'ETCO2. Le TCO2 permet de suivre, de monitorer la qualité et l'efficacité de la RCP. Alors déjà, le TCO2, on l'étudiait déjà depuis plusieurs années, dans les années 80-90. On étudiait déjà le TCO2 dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Dans le schéma de droite, c'est une étude qui avait été réalisée sur des sujets animaux. On va comprendre pourquoi, puisque sur ces sujets animaux, ils les ont séparés en deux groupes. Ceux qui survivaient à l'arrêt cardiaque, ceux qui ne survivaient pas à l'arrêt cardiaque. Et dans les deux groupes, ils étudiaient un peu l'évolution de l'ETCO2 en fonction de ces deux groupes. C'est les sujets, ils leur créaient une situation de fibrillation ventriculaire pour les mettre un peu en arrêt cardiaque. On voit que dans les deux cas, on a une chute brutale jusqu'à une valeur nulle de l'ETCO2, peu importe qu'il soit survivant ou non. Donc ça, c'est la première observation. Ensuite, dans les deux situations, on va avoir une première augmentation, une première phase d'augmentation de l'ETCO2 qui correspondra au début du massage cardiaque.
On voit qu'en fonction de si on est survivant ou pas, il a l'air d'avoir des valeurs un peu plus élevées de TCO2 dans le groupe survivant. La dernière observation qu'on peut faire, c'est que dans le groupe survivant, à la fin, on a un pic d'augmentation de l'ETCO2 qui va être en fait un pic d'augmentation qui va être contemporain du RACS, de la récupération d'une activité cardio-circulatoire. Et en fait, ce pic d'augmentation correspond à une sorte de wash-out du CO2 de votre organisme une fois que le RACS survient et qui va être éliminé un peu d'un coup par la ventilation. Donc déjà, cette étude permettait un peu de dire que le TCO2 a l'air de plutôt bien suivre l'évolution de l'arrêt cardiaque qui chute de manière brutale lorsque l'arrêt cardiaque survient et à la fin, il augmente par ce pic lorsque le RACS survient. Et ça, on le voit bien, quand on prend en charge des arrêts cardiaques, parfois on le voit, le TCO2 stagne sur des valeurs même parfois assez faibles, 15, 20, et tout d'un coup, on va voir, elle passe à 25, 27, ça va augmenter d'un coup, et là on peut se dire, probablement qu'à ce moment-là est survenu, le patient a récupéré un rythme, donc généralement on peut essayer d'arrêter le massage cardiaque, on peut essayer de prendre les pouls si on sait le faire, et on peut parfois dire, oui, le patient a récupéré un pouls, donc ça y est, il a récupéré un rythme. Dans le schéma de gauche, il y a une autre étude. Plusieurs études sont posées la question, je n'ai pas détaillé là-dessus, sont posées la question de la relation entre le TCO2 et différents paramètres, notamment l'index cardiaque. L'index cardiaque, c'est un peu comme le débit cardiaque, sauf qu'en fait que celui-ci est corrélé sur la surface corporelle. C'est un meilleur indicateur de la pompe cardiaque. Donc on voit dans une étude pareille qui est sortie dans les années 80-90 qui voyait qu'il y avait quand même qu'il existait une corrélation positive significative entre le TCO2 et l'index cardiaque. D'autres études ont étudié un peu des choses similaires avec la pression de perfusion coronaire et également la perfusion cérébrale, où ils retrouvaient également qu'il y avait des associations significatives. Donc finalement, le TCO2 qui est mesuré dans les voies respiratoires est en fait un très bon reflet de l'état circulatoire de votre patient au cours de l'arrêt cardiaque. Là, ici, on a vu que c'était important d'étudier les valeurs de TCO2, mais je vais vous montrer aussi qu'il est aussi intéressant d'étudier à quoi ressemblent les courbes du capnogramme. Donc ça, c'est des études qui sont un peu plus récentes, qui sont un peu penchées sur la question. Si on regarde à la toute droite ici, on a un peu le modèle, ce qu'ils appellent le regular pattern, c'est le modèle un peu normal. En fait, ça, c'est ce à quoi ressemblent les oscillations de l'ETCO2 au cours de l'arrêt cardiaque. Vraiment des oscillations homogènes qui sont rythmées par les compressions thoraciques qui diminuent progressivement au cours de la phase expiratoire et qui deviennent nulles au cours de la phase inspiratoire. Mais ils remarquent qu'ils se sont posé la question, qu'ils ont fait le constat que parfois, ces oscillations n'étaient pas présentes chez tous les patients. Parfois, il y avait des situations un peu pathologiques où on avait une absence d'oscillation. Donc c'est assez récemment, dans des études qui sont sorties assez récemment depuis 2019, où on a cherché à comprendre, on commence à comprendre pourquoi ces absences d'oscillation surviennent. On va se pencher sur la question de le schéma de gauche, ce qu'ils appellent l'intrathoracic airway closure. C'est en fait un phénomène qui survient quand votre ventilation s'effectue très en dessous de votre CRF, avec une très forte réduction des volumes thoraciques. Ce qui va se passer, c'est que dans cette situation-là, on peut observer une fermeture des voies aériennes très distales, avec des atelectasies. Et dans cette situation-là, où les alvéoles sont fermés, il n'y aura plus de communication entre la pression alvéolaire en CO2 et au niveau des voies aériennes plus proximales. De cette absence de communication, on n'observe pas les images d'oscillation qu'on aimerait bien, qu'on voudrait observer. Dans cette étude, donc c'est en 2019 qu'ils ont publié des études là-dessus. Donc dans cette situation-là, par exemple, en utilisant une ventilation, une oxygénation avec des pressions expiratoires positives qui permettent de réouvrir les voies aériennes distales, ils permettaient de récupérer des capnogrammes, des images de capnogrammes qui étaient de nouveau sur une forme de regular pattern. Ça revient un peu à l'étude de 2016 dont je vous avais présenté tout à l'heure. Le deuxième cas, la deuxième situation qu'ils ont étudiée un peu plus récemment, dans une étude de 2022 dont je vais vous présenter juste après, c'est le phénomène de distension thoracique. En fait, c'est un peu le phénomène inverse
ce que je vous ai de la fermeture des voies aériennes distales. En fait, c'est ce qui va se passer quand votre ventilation va avoir lieu au-dessus de la CRF. En fait, votre patient va être un peu hyper-inflaté, il va y avoir un surplus de volume. Et comme, du coup, la ventilation pendant l'arrêt cardiaque va s'effectuer au-dessus de la CRF, comme je vous l'avais dit, il faut que la ventilation s'effectue en dessous de la CRF pour pouvoir générer une pression intra-thoracique négative lors de la décompression et permettre un retour veineux. Et bien, comme cette ventilation a lieu au-dessus de la CRF, ça ne va pas permettre de générer une pression intra-thoracique négative lors de la décompression, et cela ne va pas permettre de générer un retour veineux. Donc, elle va être assez néfaste pour la circulation. Alors pourquoi vous allez me dire qu'au début, il n'y a pas d'oscillation, mais d'un coup, au cours de la phase expiratoire, on a de nouveau des oscillations? En fait, le fait de faire du massage cardiaque, les compressions thoraciques vont permettre d'éliminer ce surplus de volume. Et une fois que le surplus de volume sera éliminé, la ventilation va repasser en dessous de la CRF. Et le fait de repasser en dessous de la CRF, ça va permettre de régénérer une pression intrathoracique négative et de repermettre un retour veineux. Donc ça, en fait, c'est un peu, on va le voir juste après, ils vont aussi quantifier ce phénomène de distension thoracique. Au bout d'un certain nombre de compressions thoraciques, va permettre de récupérer une ventilation optimale. L'impact thérapeutique qu'on pourrait faire dans cette situation va être plutôt, non pas de mettre une pression expiratoire positive, mais plutôt avoir une optique de contrôle des volumes qu'on va envoyer aux patients pendant la ventilation. Dans cette étude de 2022, ils vont jusqu'à quantifier ce phénomène de distension thoracique. Alors comment ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle le ratio de distension thoracique. Pardon, excusez-moi. De quantifier ce phénomène de distension thoracique, en fait, ils vont calculer l'air sous la courbe de la phase, de la phase où il n'y a pas d'oscillation, et ils vont le rapporter sur la première phase avec une oscillation consécutive. On va faire le ratio entre les deux. Et plus ce ratio est important, plus important sera votre distension thoracique. Ils vont jusqu'à également proposer une définition du regular pattern, du modèle normal, avec deux critères. Le premier critère, c'est d'avoir, alors ce qu'ils appellent l'AOI, c'est l'index d'ouverture des voies aériennes, qui en fait, si vous voulez, c'est basé sur l'amplitude d'oscillation, sur l'amplitude des oscillations. Plus ces oscillations ont une grande amplitude, et plus on se rapproche d'un index de 100%, plus c'est faible, plus on se rapproche d'un index de 0%. Et ils fixent, eux, dans leur étude, un seuil de 30%, en dessous duquel on est plutôt dans le phénomène de fermeture des voies aériennes distales. Et le deuxième critère, c'est d'avoir un ratio de distension thoracique inférieur à 2. Alors ça, bon, c'est très théorique. Évidemment, mettre ça en pratique dans l'urgence de l'arrêt cardiaque, peut-être plus difficile de mettre ça en pratique, mais ça peut être une bonne source d'informations à analyser, à développer par la suite. En conclusion, le TCO2 va vous permettre de monitorer l'évolution, la qualité de votre réanimation cardio-pulmonaire. On n'en a pas parlé, mais ça permet aussi de vérifier la position endotrachéale de votre sonde d'intubation. Si vous êtes dans l'œsophage, vous n'aurez pas de bel aspect de votre courbe du capnogramme. Par contre, si vous êtes dans la trachée, vous aurez le bel aspect d'onde. Éventuellement, on va discuter l'intérêt de l'écho pour vérifier la position de la sonde endotrachéale. Bon, ça, c'est un peu à part, c'est juste pour placer un peu l'intérêt de l'écho dans ce topo. Le TCO2, c'est un bon reflet de l'état circulatoire du patient pendant l'arrêt cardiaque, une bonne corrélation avec l'index cardiaque, la pression de perfusion coronaire et la perfusion cérébrale. Il permet de surveiller la survenue du RAX et il peut être intéressant du coup d'étudier la forme de la courbe du capnogramme pour étudier différents modèles physiopathologiques de patients. Merci pour votre attention. Et j'ai un petit